Petite introduction rapide par rapport à ce travail. Moi, c'est tout l'opposé de Myriam. J'en suis vraiment au tout début d'une recherche entamée il y a peu, l'année passée en fait, sur ce que je nommais l'écriture ensauvagée. Ça a donné lieu à un séminaire très instructif, très productif l'année passée avec les étudiants, et je dois dire qu'on s'est frotté à l'ambiguïté de cette notion d'ensauvager. Donc je me suis coltiné ça pendant des mois, et finalement la relecture de Turner m'a permis de me déplacer vers justement cette notion de luminoïde, sûrement plus, qui me permet de circonscrire davantage en fait ce que j'ai tenté de dire et ce que durant tout ce séminaire on a tenté de dire. Enfin voilà, je vais y revenir en cours de présentation, mais voilà d'où s'origine ce premier travail. Donc c'est vraiment une toute première proposition, on est au sein d'un chantier qui débute. Le dimanche seulement, Gervaise put se rendre à Sainte-Anne. Quand on l'eut fait entrer dans une cellule, elle fut toute surprise de voir Coupeau presque gaillard. Il était justement sur le trône, une caisse de bois très propre qui ne répandait pas la moindre odeur. Et ils rirent de ce qu'elle le trouvait en fonction, son trou de balle au grand air. N'est-ce pas ? On sait bien ce que c'est qu'un malade. Il se carrait là-dessus comme un pape, avec son bagou d'autrefois. Oh, il allait mieux, puisqu'il reprenait son cours. Puis, au moment de quitter le trône pour se refourrer dans son lit, il rigola de nouveau. Donc voilà le moment où c'est le premier épisode de Coupeau, qui a eu un délirium très mince à Sainte-Anne. Et Gervaise est venue le voir et le rechercher d'ailleurs. On ne compte plus les points de vue et les études critiques consacrées à l'Assommoir de Zola. Et toutes abordent, d'une manière ou d'une autre, la question du style et de la langue, auquel, c'est un fait, on vient de l'entendre, il est difficile d'échapper. Mallarmé le premier, dès la sortie du roman en feuilleton, salue, je cite, l'admirable tentative de linguistique, grâce à laquelle tant de modes d'expression souvent ineptes, forgés par de pauvres diables, prennent la valeur des plus belles formules littéraires. Il ajoute, c'est quelque chose d'absolument nouveau dont vous avez doté la littérature. Même Flaubert, peu convaincu par ce roman, avoue à mots couverts à sa nièce l'impact de cette nouvelle manière d'écrire, en se désespérant qu'après la publication de ce livre, il va, je cite, avoir l'air d'écrire pour les pensionnats. On va me reprocher d'être décent et on me renverra à mes précédents ouvrages. Quant à Céline, dans son discours d'hommage au romancier le 1er octobre 1933 à Médan, il affirme net que, depuis l'Assommoir, on n'a pas fait mieux. C'est dire. Plus humblement, Zola, dans sa préface à l'édition en volume, afin de répondre à la critique, et notamment à celle d'Albert Millot, qui dans le Figaro s'indigne que ce n'est plus du réalisme, c'est de la malpropreté, ce n'est plus de la crudité, c'est de la pornographie, explique et défend son choix esthétique en ces termes. L'Assommoir est à coup sûr le plus chaste de mes livres. Souvent j'ai dû toucher à des plaies autrement épouvantables. La forme seule a effaré. Et moi je souligne cette phrase, la forme seule a effaré. On s'est fâché contre les mots. Mon crime est d'avoir eu la curiosité littéraire de ramasser et de couler dans un moule très travaillé la langue du peuple. Ah, la forme, là est le grand crime. Janvier 1877. Qu'on soit adepte ou non des romans de Zola, on ne peut en effet qu'être saisi par ce tour de force linguistique que représente l'Assommoir, même un siècle et demi plus tard, et qui a fait entrer le peuple non plus en tant qu'objet d'observation, mais en tant que sujet d'énonciation, pour reprendre les termes de Jérôme Mésos. Pourquoi choisir ce roman dans le cadre d'un séminaire sur la question rite et narration, après la magistrale étude qu'en a fait Jean-Marie Privat, intitulée Le micmac des rites, paru récemment dans le recueil Le moment réaliste, un tournant de l'ethnologie, et dans lequel il montre avec précision comment les rites, qu'ils soient religieux ou domestiques, ne cessent de dysfonctionner dans ce récit. Dysfonctionnement dont le curseur de déraillement s'exprime par l'incapacité pour la communauté de la Goutte d'Or en général, mais tout spécifiquement dans l'univers familial et vicinal de Gervaise, à tenir la bonne distance entre soi et l'autre. Mauvaise mesure et débordement,
dont les mésalliances et adultères ne sont qu'une forme d'expression, l'alcoolisme en étant une autre, et qui ont pour effet un dérèglement symbolique qui s'exprime par un désordre social toujours plus envahissant. On sait que cette absence d'autorité du symbolique, pourrions-nous dire, mène la blanchisseuse à une fin tragique. Gervaise finit oubliée des hommes et des rites, sans sépulture justement, comme une bête. La mort devait la prendre petit à petit, morceau par morceau, en la traînant ainsi jusqu'au bout dans la sacrée existence qu'elle s'était faite. Même on ne sut jamais au juste de quoi elle était morte. On parla d'un froid et chaud. Elle creva d'avachissement selon les mots des Lorilleux. Un matin, comme ça sentait mauvais dans le corridor, on se rappela qu'on ne l'avait pas vue depuis 2 jours. Et on la découvrit déjà verte dans sa niche. Donc vous savez, on l'a retrouvée derrière des escaliers. Si j'ai choisi l'Assommoir, c'est que je vais plutôt traiter de l'écriture comme performance liminoïde, au sens où l'entend Victor Turner. Et autrement que ce que théorise admirablement Myriam Wattez-Delmotte dans son livre que j'ai fait passer, Littérature et ritualité, et dont il vient d'être question à nouveau, il sera moins question du roman comme rite que d'une écriture faisant l'épreuve du seuil. À certains égards, ce travail rejoint ce que Marie Scarpa a fait avec les personnages romanesques dans son article sur le personnage liminaire. Ces premiers résultats sont également le fruit, je viens de le dire, d'une recherche menée au sein d'un séminaire sur les écritures ensauvagées, dans lequel le terme ensauvagé finissait par faire problème, étant donné le nombre important de stéréotypes que véhicule la notion de sauvage. Le terme de liminoïde, à côté, fait bien peu image. Aussi permet-il d'établir de manière plus nette, moins impressionniste, les paradoxes à l'œuvre dans ce que j'ai nommé ici une écriture liminoïde. Mais avant d'en arriver là, rappelons brièvement la structure tripartite du rite de passage telle que formalisée par Van Gennep, à laquelle est soumis l'initié. J'irai vite parce qu'en effet, ici, les gens savent, mais je crois qu'on est enregistré aussi, donc voilà. La première phase, la séparation. Deuxième, la période de marge ou de latence. Et 3, l'agrégation. Victor Turner, dans le phénomène rituel structure et contre-structure, rebaptise cette division. 1 en phase préliminaire, 2 en phase liminaire et 3 en phase post-liminaire. Le choix de ce changement n'est pas une coquetterie. Selon lui, ces termes inscrivent une durée, alors que les précédents marquent un moment, des bornes, notamment les 2 premiers, séparation, agrégation. Turner s'accorde néanmoins avec Van Gennep pour dire que, je cite, pendant la période liminaire, les caractéristiques du sujet rituel sont ambiguës. Les entités liminaires ne sont ni ici ni là, elles sont dans l'entre-deux, entre les positions assignées et ordonnées par la loi, la coutume, la convention et le cérémonial. Plus loin, il souligne que rien ne peut distinguer les compagnons néophytes ou candidats à l'initiation. C'est comme s'ils étaient réduits ou rabaissés à une condition uniforme pour être refaçonnés à nouveau. Les distinctions séculières de rang et de statut disparaissent ou sont rendues homogènes. Donc on voit, on passe d'une structure verticale à une structure horizontale. Tout le monde est identique. Les traits distinctifs des individus en phase liminaire sont souvent le dépouillement, une apparence asexuée, l'anonymat, les catégories, insiste-t-il, dans la structure de l'ordre social sont en suspens. Il faut, ajoute l'ethnologue, que le néophyte soit dans la liminarité une table rase, une page vierge, sur laquelle on inscrit le savoir et la sagesse du groupe, eu égard à ce qui concerne son nouveau statut. Bref, l'initié échappe aux limites classificatoires et fait durant le rite l'épreuve de la faiblesse et ne craint pas de ce fait de subir des humiliations. Turner relève ainsi que l'initiation s'apparente à certains égards à l'apprentissage des pouvoirs du faible, ce qu'on voit d'ailleurs dans tous les rites d'initiation. Les conclusions de l'ethnologue rencontrent celles de Vidal-Naquet, dont les travaux sur les jeunes et faibles de la Grèce antique montrent qu'en période de marge, l'initié peut prendre des allures de femme, ou encore il se rapproche dans sa manière de vivre de l'animal. Aussi note-t-il que l'individu en situation liminaire échappe à tous les classements. Ouais, ils disent la même chose. Dans tous les cas, le détour par l'autre marque cette période liminale, puisque ce temps d'épreuve, souligne Vidal-Naquet, impose la rencontre de l'altérité, du contraire, du tout autre,
du détour par la sauvagerie et la marge non cultivée, du détour par l'autre sexe. On le voit, durant la période liminaire, l'entre-deux fait son lit, les frontières s'effacent, la norme est mise à mal. Pour ces raisons et à cause de ce décloisonnement, c'est un moment qui offre la possibilité d'appréhender de l'autre. Dit autrement, la phase liminaire implique un rapport aigu à l'altérité. Dans son texte Du liminal au liminoïde, Victor Turner, qui s'attarde à l'étude des phénomènes artistiques, ressent le besoin de marquer plus longuement que dans son premier ouvrage les différences entre processus liminal et liminoïde. Il rappelle que pour un rite soit effectif, et Myriam nous l'a montré tout à l'heure, et qu'il y ait agrégation, c'est-à-dire pour que l'initiation de l'initié soit complète, et qu'il puisse être agrégé, l'adhésion totale du groupe est nécessaire. C'est la communauté qui valide in fine l'épreuve initiatique. Différemment, l'expérience liminoïde possède de l'extérieur toutes les marques de la phase liminale. Cependant, si on suit l'ethnologue, ce phénomène ne s'inscrit pas dans un rite soutenu par l'ensemble de la communauté. Je cite, « Les phénomènes liminaux sont intégrés dans un processus social formant un ensemble complet, symbolisant sa nécessaire négativité ou son potentiel inhérent, alors que le phénomène liminoïde se développe plus particulièrement au dehors, important, au dehors des processus économiques et politiques principaux, au long de leur lisière. » Il ajoute que ces phénomènes liminoïdes sont surtout visibles dans les sociétés post-révolution industrielle. Ainsi, durant le rite de l'Halloween, remarque-t-il, les individus ont le choix d'ouvrir ou non leurs portes aux enfants. Alors qu'au sein d'une société traditionnelle, le refus de participer au rite n'est même pas envisageable. Ce n'est donc pas un déni de ritualisation que souligne Turner, mais il observe que la mise en scène des rites est marquée par une fluidité dans les codifications et une efficience qui n'agit pas sur l'ensemble de la communauté, enfin il veut dire aujourd'hui, mais agit surtout sur des groupes particuliers. On peut dire que le rite lui-même, dès lors, s'inscrit dans une marge. Il estime que dans nos sociétés fortement sécularisées, si les rites traditionnels tendent à disparaître, se multiplient par contre des phénomènes de nature liminoïde qui s'apparentent à la liminalité, mais il s'agit de structures qui ne sont fondées sur aucune classe sociale, voire même qui rejettent un certain ordre social, du moins le remettent en question. C'est Turner. D'ailleurs, le terme de liminoïde, insiste-t-il, insiste davantage sur la nature transgressive que sur le passage en tant que tel. Ainsi, certaines formes de théâtre ou de performance artistique qui remettent en cause l'ordre établi. D'ailleurs, rien de vraiment étonnant, puisque théâtre et rite, là aussi Myriam l'a bien montré, partagent un même rapport au spectaculaire, à la scène. Le rite étant en soi une représentation scénique d'un savoir symbolique. Notons également, car cet aspect du rite nous intéresse ici au plus haut point, l'importance du langage dans le dispositif ritique. En effet, comme le rappelle l'anthropologue Christoph Wulff, je cite, « Le caractère performatif de la langue lors des actions rituelles a une importance cruciale. Ceci apparaît lorsque les paroles prononcées lors de l'accomplissement du rituel contribuent pour une grande part à l'instauration d'une nouvelle réalité sociale. » Pas de rite sans langage oral. Dès lors, le langage, comme les comportements et pratiques culturelles, peut être appréhendé dans sa dimension rituelle. Et c'est à cette oralité du rite que je vais donner la préférence en m'intéressant à l'inscription de l'argot dans la matière romanesque et à la dynamique oralité-littératie et à leur articulation, sachant que l'argot est avant tout une langue parlée, comme le confirme sa définition tirée du trésor de la langue française. Langage de convention dont se servaient les gueux, les bohémiens, etc. C'est-à-dire langage particulier aux malfaiteurs, vagabonds, voleurs, assassins. Aujourd'hui, essentiellement parlé qu'emploie naturellement la pègre, le milieu, les repris de justice. Par extension, langage ou vocabulaire particulier qui se crée à l'intérieur de groupes sociaux déterminés et par lequel l'individu affiche son appartenance au groupe et se distingue de la masse des sujets parlants. Je précise que l'oral, comme l'entend Jack Goody,
ne représente qu'une partie de l'oralité. L'expression orale est ici perçue en ce qu'elle est nécessairement actualisée et implique, je cite, l'utilisation simultanée de tous les sens. S'intéresser aux pratiques d'oralité, c'est donc s'intéresser non seulement aux us et coutumes de certaines sociétés, mais encore à la parole et surtout à son contexte d'actualisation, voire aux propriétés ou au code de sa mise en situation. Les paroles, suivant ce système culturel, sont en effet indissociables de la gestuelle qui les accompagne, le tout regroupé au sein d'une performance. Autrement dit, elles ne peuvent se penser sans l'idée de la présence du corps, corps de soi, corps de l'autre, corps des autres. À certains égards, Zola est un des premiers romanciers à cerner avec autant d'acuité dans le roman que nos conduites individuelles et collectives sont soutenues par différents supports, verbal, gestuel ou postural. Dans son article « L'Assommoir, langage de l'autre », grand article s'il en est un sur l'Assommoir, Martine Léonard relève avec précision les outils et marqueurs linguistiques qu'a utilisé Zola pour fondre la langue populaire dans la langue classique. Elle note tout d'abord l'emploi attendu du style indirect libre, qui, on le sait, n'est plus une nouveauté en 1881, qui permet l'uniformisation de l'écriture en représentant l'intériorisation de la parole. Son emploi gomme par ailleurs les formules et signes linguistiques qui marquent le passage du personnage au narrateur et vice-versa. Elle signale une présence pour l'emploi de l'imparfait, qui réduit l'opposition du temps du récit, le passé simple, et du temps de la parole centré sur le présent. Moins attendue est la présence intempestive de syntagmes nominaux péjoratifs et sarcastiques pour nommer les nombreux personnages. Ainsi, cette rose de Coupeau, ce louchon d'Augustine, cet animal de Bosch, ce sournois de Lantier, cette crapule de Bonaparte, etc. Syntagmes qui favorisent eux aussi l'uniformisation en superposant affirmation et jugement exclamatif. Le tout soutenu par un démonstratif, ce, qui introduit particulièrement bien les termes argotiques, manière efficace de dissoudre la langue parlée dans le texte. Dans la même logique, le pronom démonstratif neutre « ça » produit également un effet d'oralité par son caractère familier. Par ailleurs, le démonstratif installe une forme de complicité des personnages entre eux, la langue plus que les descriptions servant l'entre-soi. C'est comme ça, c'est toujours comme ça. La langue sert l'entre-soi. Connivence qui va jusqu'à intégrer le lecteur, puisque le démonstratif atténue aussi la frontière entre ce dernier et les acteurs de l'histoire. En fait, il y a une correspondance des Lucie avec ce quatrième mur qui tombe. Je cite. « La paix de grande quinzaine emplissait le trottoir d'une bousculade de gouapeurs tirant une bordée. Ça sentait dans l'air la noce, une sacrée noce, mais gentille encore. Un commencement d'allumage, rien de plus. On s'empiffrait au fond des gargotes, par toutes les vitres éclairées. On voyait les gens manger, la bouche pleine, riant, sans même prendre la peine d'avaler. L'utilisation, vous l'entendez, fréquente du pronom « on » permet également de réduire ce rapport de distance entre personnage et lecteur, étant donné que ce pronom, remarque Martine Léonard, insiste sur le personnage en tant qu'élément d'une collectivité auquel que le lecteur intègre. Collectivité qui l'emporte sur l'individu. Et l'usage fréquent de formules passives qu'accentue la disparition du sujet, qui, là, est mis au second plan et donne la faveur à l'action, va redoubler cet effacement des frontières subjectives. Il y a un jeu qui disparaît, littéralement. Tous ces moyens pour fondre une langue dans une autre montrent qu'il s'agit moins pour Zola de jongler avec un binarisme qui ferait passer le texte d'une langue à une autre, que d'user d'une logique mobile qui joue avec la plasticité de la langue, sa forme et ses règles. En d'autres mots, la langue de l'Assommoir se tient sur un seuil qui fonctionne à la manière d'un fondu enchaîné, permanent, processus qui ne contredit pas la tactique zolienne qui travaille à cacher la frontière entre donc ces deux formes de langage. Comme l'écrivain l'explique dans une lettre à un critique,
Vous me concédez que je puis donner à mes personnages leur langue accoutumée. Faites encore un effort. Comprenez que des raisons d'équilibre et d'harmonie générale m'ont seul décidé à adopter un style uniforme. Défense que reconnaîtrait Albert Thibaudet, qui au sujet du style de Flaubert note « Avoir un style pour un homme comme pour une littérature, c'est écrire une langue parlée. Le génie du style consiste à épouser certaines directions de la parole vivante pour les conduire à l'écrit. À la base d'un style, il y a donc ceci, un sens de la langue parlée, une oreille pour l'écouter. » Équilibre et harmonie, style uniforme. Voilà qui est intéressant, puisque l'un comme l'autre, l'équilibre et l'harmonie, résultent ici d'une intégration savante de l'argot et donc d'une manière de désordre dans le texte littéraire. Je dis bien manière de désordre et non pas désordre, car en fait la syntaxe dans l'Assommoir n'est jamais réellement mise à mal, comme elle le sera chez Céline par exemple. Cependant, comme on a pu l'entendre lors de la lecture de l'extrait en ouverture, l'incorporation de la langue parlée qui offre une place notoire au corps et à ses fonctions les plus triviales donne l'impression d'une torsion de la langue dite littéraire. Il semble bien d'ailleurs que la subversion se loge surtout dans la présence de cette corporéité que soutient un parler familier ou serait-ce le contraire? La langue portée par les corps, car Zola ne se prive pas de les mettre en scène. En effet, la lecture de l'Assommoir laisse entendre, au sens premier du terme d'entendre, que le corps façonne l'écriture. Relisons. On sait bien ce que c'est qu'un malade, il se carrait là-dessus comme un pape avec son bagout d'autrefois. Oh, il allait mieux puisqu'il reprenait son cours. Puis, au moment de quitter le trône pour se refourrer dans son lit, il rigola de nouveau. Alors que, ainsi que Michel de Certeau l'a démontré, l'écriture façonne les corps, leur imposant une posture, un maintien, une manière d'être, l'irruption des corps pris dans le quotidien le plus trivial que soutient un langage familier semble ici sculpter l'écriture, lui donnant vocalement une forme. Corps et langue affirment la même familiarité. L'écriture est soumise à ces corps touchés par l'ivresse, soumission qui s'exprime par une forme d'ivresse de l'écriture. Quoi de plus logique dans un roman sur l'alcoolisme? On connaît les effets désinhibants de l'alcool. Il crée de la transgression et surtout délie les langues. Pour fondre la forme et le fond, Zola, lui, a mis la langue, une certaine langue, en délit, en poussant la norme dans ses retranchements par la transgression qui ne cesse pourtant jamais de la révéler. C'est bien ce que le romancier tambourine dans sa préface, l'immoral représenté comme de la morale. La conjonction entre oralité et écriture, les différents marqueurs linguistiques qui masquent le passage entre langue littéraire et langue du peuple, la familiarité langagière qui estompe les différentes sexuelles puisque les sous-entendus obscènes ne sont pas uniquement l'apanage des hommes, on est au XIXe siècle, rappelons-le. Tous ces éléments linguistiques assurent un façonnage particulier du texte en rusant avec un emploi de la langue verte, dit autrement, une alliance du cru de la langue dans le cuit de la grammaire. Ce mélange des genres, des oppositions, cette rhétorique de ruse et de travestissement, pour reprendre les mots de Claude Rivière, en parlant du rite, qui canalise le désordre plutôt qu'il ne le supprime, renvoie au principe actif du rite et à son efficacité, et plus spécifiquement à la période liminaire. C'est en quoi on peut taxer l'écriture de l'Assommoir de liminoïde. Comme durant la période de marge, une certaine délinquance orale est mise en scène. Les valeurs d'ordre et d'ordre moral déclinent à mesure que la langue se familiarise. Néanmoins, l'ensemble obéit à la chorégraphie syntaxique et grammaticale. Même le corps de Gervaise, qui elle pourtant meurt de faim, perd ses limites et rejoint ainsi le corps du texte, puisque plus le roman avance et plus il s'arcotise. C'est la seule explication. Gervaise ne mange pas et elle est de plus en plus obèse. Elle perd ses limites complètement. Et en fait, son corps rejoint la forme du texte. Aussi, on le voit, la notion d'écriture liminoïde apparaît moins comme une clé
que comme une structure dynamique au sein de laquelle opère une articulation intime entre ordre et langage. En effet, ainsi que l'explique Turner au sujet des performances liminoïdes, la subversion dynamise et potentiellement crée du nouveau en mettant l'ordre en danger. C'est ce que fait Zola avec la langue de l'Assommoir. Il met l'ordre en danger. Ainsi, cet éclatement contrôlé de la langue argotique dans la langue classique est moins un ensauvagement de cette dernière, rien de sauvage ici en effet, qu'une volonté de maîtriser une certaine langue en inscrivant la marge au centre, forme d'extensivité de la littérature vers la marge pour l'incorporer, cette marge. Mais en même temps, faisant de cette littérature un objet à son tour de marginalité. L'Assommoir est un texte marginal au sein des Rougon-Macquart. La rencontre élective de ces incompatibilités, la mise en scène de ces oppositions sans les dissoudre, mais en dissolvant les séparations, enrichissent le réel de l'écriture, mais aussi le point de vue que nous pouvons avoir sur ce réel dès lors modifié. Ici, les ouvriers de la Goutte d'Or. Michel de Certeau n'a pas cessé de le démontrer, la nature de notre quotidien ne peut être séparée de sa nomination. À partir du moment où on nomme quelque chose autrement, ce quelque chose existe dans le réel. De là, dans l'Assommoir, une émancipation, voire un renouvellement de la langue écrite par sa mise en crise identitaire, qui est le propre de toute phase liminaire. Je vous remercie.